Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite. Civilisation dans la glace. Sous la glace, des preuves récentes suggèrent qu'il y a quelque chose d'exceptionnel en Antarctique. Un grand objet aurait été trouvé en Antarctique qui pourrait changer l'histoire à tout jamais. En tout cas, c'est ce que prétendent certains experts alors que d'autres restent bien plus conservateurs. Le tout petit problème est que l'objet est toujours caché sous environ 3,2 km de glace. Environ 3,2 km sous la glace se trouve quelque chose de la taille et de la forme d'une petite ville assez grande pour abriter 40 000 personnes quand même. L'opération Icebridge de la NASA a récemment capturé des photographies du continent glacé montrant une grande masse sous la glace. La NASA, bien sûr, ne spécule pas sur le fait ou la possibilité que cette masse soit une ville. Cependant, énormément d'experts n'éloignent pas la possibilité de vestiges anciens, alors que des théoriciens du complot pensent que c'est une ville qui est toujours habitée en ce moment même, sous la glace. Ces images montrent certes quelque chose sous la glace, mais ça s'arrête là. Ça rappelle en quelque sorte la controverse qu'il y a eu très récemment à propos de ces images satellites d'une soi-disant pyramide en Antarctique, alors que les scientifiques ont affirmé que cette prétendue pyramide n'était qu'une montagne rocheuse enfouie sous la neige. D'autres ont dit que c'était véritablement une pyramide construite en Antarctique. Mais les débats sur une présence humaine ancienne en Antarctique ne sont pas vraiment récents et ne sont pas vraiment aussi farfelus que l'on pourrait le penser. Mais en l'absence de preuves tangibles, rien ne peut être affirmé. Le mammouth échoué. Un typhon a laissé l'Alaska en très mauvais état en 2022. Il a également laissé un couple avec un trésor très étonnant. Suite à des vents intenses qui ont endommagé les maisons et coupé l'électricité, un couple marié est tombé sur un énorme os de mammouth. C'était un fémur vieux de plusieurs milliers d'années, un vestige survivant d'une créature qui pourrait bientôt être de retour parmi nous. D'abord, laissez-moi vous parler de l'os, ensuite on évoquera comment on pourrait voir un mammouth de notre vivant. Lorsque la tempête est passée, Joseph et Andrea Nassouk, d'une ville éloignée de l'Alaska, sont partis en randonnée. Ils se promènent souvent le long de la plage près de leur maison pour voir si quelque chose d'intéressant est échoué sur le rivage. Le fémur n'est que la dernière d'une longue série de découvertes très étonnantes. Regardez cette photo d'eux tenant l'os. L'image provient de Katie Yuyu et l'os est presque plus grand que d'eux. Joseph a dû le fixer à son sac à dos et le porter comme une mule. Le fémur unique pèse près de 28 kg et mesure près de 1,20 m de long. Et bien qu'il soit tout bonnement énorme, ce n'est pas la plus grande chose qu'ils aient découverte. Joseph et Andrea ont trouvé des morceaux de vertèbres de mammouth, des phalanges humaines et des fragments de crâne. Mais leur meilleure découverte était une défense de mammouth de près de 2,10 m de long, avec une valeur estimée entre 20 000 et 70 000 $. La défense est devenue bleue en raison du minéral vivianite, et qui s'était très lentement infiltré dans la défense de 48 kg depuis que la créature est morte il y a plus de 10 000 ans. Joseph et Andrea n'ont pas encore vendu la défense, mais ils le feront un jour. Et quand ils le feront, ils utiliseront l'énorme somme pour acheter une maison pour leur famille. Et je vous avais promis de parler de la remontada des mammouths. Alors la voici. Une entreprise nommée Colossal Biosciences avait annoncé que d'ici 2027, le mammouth sera de retour. L'entreprise, basée à Dallas, travaille jour et nuit pour réintroduire un mammouth laineux dans l'écosystème où il vivait autrefois. Mais comment comptent-ils le faire? C'est étonnamment simple, bien que définitivement pas facile. L'ADN d'un mammouth laineux est identique à près de 99,6% à celui d'un éléphant asiatique. Colossal Biosciences espère manipuler génétiquement l'ADN d'un mammouth et implanter un embryon dans un éléphant asiatique vivant aujourd'hui. Et si cela fonctionne, l'éléphant donnera naissance à un mammouth bel et bien vivant. Et avec 2024 bien entamé, il ne reste que 3 ans avant de voir un mammouth, à supposer qu'ils tiennent leurs promesses. Le monstre de Partridge Creek. Un article a été publié dans le journal il y a plus de 100 ans impliquant un homme et un dinosaure. Le journal prétendait qu'il s'agissait d'une histoire réelle, bien que les gens aujourd'hui la qualifient de fiction. James Lewis Butler était banquier au début du XXe siècle. Lui et son ami mineur Tom sont partis chasser le caribou près de Clear Creek dans le territoire du Yukon au Canada. Alors qu'ils traquaient un élan ou un caribou, les animaux ont soudainement commencé à fuir, terrifiés. Les animaux n'avaient pas peur de James et Tom, ils avaient peur de quelque chose d'autre. On aurait dit cette scène de Jurassic Park où tous les dinosaures herbivores fuient, affolés avant que le T-Rex ne surgisse. Du moins, c'est ce que raconte l'histoire. Au début, James et Tom ne savaient pas quoi faire.
Les caribous étaient partis, mais il semblait y avoir quelque chose d'autre dans la forêt avec eux. Et après peu de recherches, ils ont trouvé des traces qui étaient énormes. James et Tom ont suivi les traces dans une gorge rocheuse très profonde. James et Tom n'ont rien vu tout de suite. Ils ne pouvaient pas traquer la créature, alors ils sont retournés en ville. Et une fois en civilisation, ils ont rassemblé un groupe plus grand d'hommes pour chasser la bête mystérieuse. Puis, ils sont retournés dans la gorge rocheuse profonde avec un certain Georges Dupuis, le Pierre Lavagneux et 5 membres des Premières Nations. Ils étaient maintenant une équipe de 9. Le groupe a établi un camp surplombant un ravin près de Partridge Creek. Ensuite, la créature est venue. Elle était ridiculement énorme, une bête colossale. Le groupe ne croyait pas ses yeux, et vous non plus, vous n'allez pas croire ce qui va suivre. Une bête, décrite comme mesurant près de 9 mètres de long, et couverte de poils, et montée en rampant le long du ruisseau. Ils pensaient que c'était une sorte de dinosaure, un dinosaure arctique couvert d'une épaisse couche de fourrure. Elle marchait sur 2 jambes et aurait ressemblé à un tyrannosaure. La créature aurait continué le long du ruisseau et c'était la dernière fois que le groupe l'a vue. D'ailleurs, c'était la toute première et la dernière fois que quelqu'un l'ait vue. Aucun d'entre eux n'était assez courageux pour suivre ce qu'ils pensaient être un monstre préhistorique. Mais quelle partie de cette histoire pensez-vous être vraie? Aucune, vous n'êtes pas les seuls. Parce que James et Tom et leur petit comité étaient devenus la risée quand ils sont retournés à Golden City et ont raconté ce qu'ils avaient vu. George a même écrit un compte-rendu de l'incident qui a été publié dans quelques magazines. Le Dawson Daily Nugget l'a comparé à Edgar Allan Poe. Personne ne croyait l'histoire de George, et tout le monde pensait que James et Tom étaient complètement fous. Et à ce jour, personne n'a jamais trouvé une quelconque preuve de l'existence du monstre de Partridge Creek dans les vallées enneigées du nord du Canada. En 1908, le naturaliste Richard Lydecker a rejeté l'histoire comme une supercherie. Pensez-vous à cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires. Le dernier bastion contre les Russes. Les archéologues ont découvert l'une des forteresses les plus importantes d'Amérique du Nord. Cette forteresse épique a été utilisée par les Amérindiens alors qu'ils tentaient de se protéger de la fureur de l'armée russe. Et comme vous le savez peut-être déjà, les États-Unis ont acheté l'Alaska pour 7 millions de dollars en 1867. Et à qui l'ont-ils acheté? Aux Russes, qui occupaient l'Alaska depuis 1804. Mais les Russes ne s'étaient pas simplement contentés de marcher sur la plage et de planter leur drapeau. Ils ont traversé une rivière de sang pour prendre l'Alaska. Avant l'arrivée des Russes, les clans Tlingit contrôlaient la côte de l'Alaska. En 1799, la Russie envoya une véritable armée pour prendre leurs terres afin d'étendre leur commerce de fourrure. L'attaque initiale échoua en 1802, les Tlingit repoussant l'avancée russe. Mais les autochtones savaient que les Russes n'avaient pas fini. Alors, ils construisirent une grande forteresse en bois qui devait être leur dernier bastion contre les envahisseurs. Les Tlingit armèrent la forteresse de tout ce qu'ils avaient. La forteresse elle-même se dressait à l'embouchure de la rivière Indian, dans ce qui est maintenant la ville de Sitka. Les archéologues ont découvert les ruines de la forteresse dans le parc historique national de Sitka, juste à la périphérie de la ville. Et les Russes revinrent en 1804, cette fois bien décidés et surtout très bien équipés. Ce fut une très grande bataille et les clans Tlingit tenant les forces russes en échec pendant près de 5 jours. Mais les choses ont tourné très mal lorsque l'approvisionnement en poudre à canon explosa dans un canoë en route vers la forteresse. Les Tlingit survivants s'échappèrent de nuit, abandonnant la forteresse, et les Russes la brûlèrent jusqu'au sol, puis établirent un poste de commerce. Et après plus de 200 ans, la forteresse a finalement été redécouverte. Les tatouages de l'homme de glace. Si vous viviez il y a 5300 ans, quel genre de tatouage pensez-vous que vous auriez? Dans le cas d'Otzi, l'homme des glaces, il a opté pour beaucoup de tatouages, 61 pour être exact. Et vous n'allez pas croire ce que ce véritable homme des cavernes avait tatoué partout sur lui. Vous savez déjà qui est Otzi, mais si vous ne le connaissez pas, vous allez être très étonné. Il a été découvert gelé dans les Alpes italiennes par une paire de randonneurs en septembre 91. Depuis lors, les scientifiques ont été occupés à analyser chaque aspect de la vie de l'homme des glaces. Et en tant que seul homme des cavernes congelées jamais découvert, c'est un spécimen inestimable. Très tôt dans les études, les scientifiques ont réalisé qu'Otzi était couvert de tatouages. Cela a été véritablement un choc, car même si les tatouages existent depuis des millénaires, la preuve physique en est très rare, la peau ne durant généralement pas plus de 5000 ans.
Les scientifiques pouvaient voir ces tatouages, mais il restait à en déchiffrer la signification. Je pense que quiconque a un tatouage obscur a déjà fait l'expérience de la question. Que signifie ton tatouage? Et c'est exactement la même question que les scientifiques voulaient poser à Otzi. Les chercheurs se sont servis de techniques d'imagerie multispectrale. Cela leur a permis de cartographier complètement tous les tatouages sur son corps. Les scientifiques ont ensuite organisé ces 61 tatouages en près de 19 groupes. Chaque groupe est un ensemble spécifique de lignes horizontales ou verticales. Otzi n'avait pas d'image tatouée sur lui, pas de crâne, pas de papillon, pas de fleurs, pas de licorne, et même pas le prénom d'une ex-petite amie. Et même s'il était un véritable homme des cavernes, il n'avait pas de tatouages tribaux. Ce qu'il avait, c'était beaucoup de lignes très étranges, regroupées en certains endroits. Les scientifiques pensent que les tatouages étaient d'ordre thérapeutique. Beaucoup d'entre eux étaient regroupés autour de son bas du dos et de ses articulations. Une analyse du corps d'Otzi a même montré qu'il souffrait de dégénérescence des articulations et de la colonne vertébrale. Les chercheurs soupçonnent que les tatouages d'Otzi n'étaient pas nécessairement décoratifs. Ils auraient très bien pu avoir une fonction médicinale, utilisée comme un traitement, comme l'acupuncture par exemple, dans des endroits où Otzi ressentait de la douleur. Pourtant, les chercheurs pourraient avoir complètement tort. Les tatouages de son corps pourraient être liés à ses prouesses de guerrier. Peut-être que chaque tatouage représentait un ennemi tué au combat. Sans machine à remonter le temps, personne ne peut savoir avec certitude hélas. La dernière tâche. La note finale dans le journal d'un explorateur polaire a dérouté les experts pendant plus de 100 ans. Et maintenant que le mystère a été résolu, je peux tout vous raconter, mais soyez prévenus, c'est à la fois perturbant et un tout petit peu dégoûtant. Le journal appartenait à l'explorateur inuit Jørgen Brønlund. Lui et deux autres hommes se sont lancés dans une expédition très dangereuse dans son pays natal, le Groenland, au cours de la première décennie du XXe siècle. L'équipe était dirigée par l'ethnologue Ludwig Mylius Erichsen avec pour objectif de cartographier les territoires du Nord-Est entre 1906 et 1908. Tragiquement, les 3 membres de l'équipe sont morts en tentant de retourner au camp de base. Le climat s'est retourné contre eux et le chef de l'équipe, Ludwig, a été le premier à mourir, puis le cartographe de l'expédition, Niels Peter Høghagen, et Brønlund a été le dernier à périr en novembre 1907. Il est également le seul membre de l'expédition dont le corps a été retrouvé gelé au fond d'une grotte reculée. Et alors qu'il se trouvait dans cette grotte, affamé, il a consigné ses dernières pensées dans un journal. Imaginez un peu mourir de faim et de froid dans une grotte glacée et la brutalité de la solitude dans le paysage désertique du Groenland. Vous aurez une idée de ce que Brønlund a ressenti dans ces derniers moments. Prenez simplement cette phrase de son journal comme preuve de ses tribulations. Je ne peux plus continuer à cause de mes pieds gelés et de l'obscurité. Il n'était pas seulement affamé, ses pieds étaient gelés au point qu'il ne pouvait même plus marcher dessus. Et même s'il avait pu marcher, il faisait tellement noir qu'il ne pouvait pas voir où il allait. Et d'ailleurs, où devait-il aller de toute manière? Mais il y a toujours eu quelque chose qui intriguait les gens. Sur la dernière page du journal de Brønlund se trouve une grande tache noire. Personne n'a jamais pu déterminer ce que ces taches étaient jusqu'à maintenant. Le journal a été récupéré en 1908 et exposé à la Bibliothèque royale de Copenhague depuis lors. En 1993, les chercheurs l'ont retiré de l'exposition et ont analysé la mystérieuse tache noire, mais la technologie dont ils disposaient n'était pas suffisamment sophistiquée. Personne ne pouvait déterminer sa composition chimique. Aujourd'hui, des scientifiques de l'Université du Sud du Danemark ont utilisé de la spectrométrie de fluorescence et de masse à plasma pour déterminer la composition chimique de la tache. Il s'avère que la tache est composée de 3 ingrédients principaux, des huiles, du caoutchouc brûlé et des matières fécales humaines. Cela semble dégoûtant et j'admets, ça l'est, mais cela ajoute également une nouvelle couche de tragédie à ce qui est déjà une situation misérable pour notre héros polaire. Jørgen Brønlund avait été si désespéré de survivre qu'il avait tenté de brûler ses propres déchets, probablement pour se réchauffer et voir dans l'obscurité brutale du Groenland. Les tombes glacées et les mythes anciens. Au Groenland toujours, sous la glace, des momies anciennes se cachent. Et les momies que je m'apprête à vous montrer sont encore plus effrayantes que les momies égyptiennes ou péruviennes. Pourtant, presque personne n'en a entendu parler. Le Groenland est non seulement la plus grande île du monde, mais il a aussi été le foyer de nombreuses cultures au cours des millénaires. Et même si l'île était couverte de glaciers solides il y a 4000 ans,
Des gens y vivaient. Des gens comme les anciens Thuléens, une véritable culture qui a depuis disparu dans l'obscurité. Les Thuléens sont les ancêtres de tous les Inuits modernes. Ils se sont probablement développés le long de la côte de l'Alaska, puis se sont répandus à travers le nord du Canada jusqu'au Groenland. Au XIIIe siècle, ils avaient commencé à remplacer la culture de Dorset, encore plus ancienne, en tant que peuple dominant du monde gelé du Nord. Et pendant que l'Europe luttait contre la peste noire, les Thuléens menaient une vie paisible dans la neige. Les Thuléens étaient très intéressants. Et on pense qu'ils ont eu des contacts avec les Vikings, échangeant peut-être des traditions et des marchandises. Les Vikings mentionnent un mystérieux groupe de personnes venant de l'Ouest qu'ils appelaient les Skraelingiar. Les Vikings ont peut-être rencontré des membres de la société thuléenne au Groenland et en Amérique du Nord au XIe siècle. Mais parlons maintenant d'un mythe que vous avez peut-être entendu. Le nom Thulé a été mentionné auparavant en référence à une île mystérieuse dans la mythologie grecque. Mais est-ce que le mythe correspond à la réalité? Selon les anciens Grecs, il y a plus de 2000 ans, Thulé était l'île la plus septentrionale du monde. La légende raconte que l'explorateur Pythéas a navigué au-delà de la Grande-Bretagne jusqu'à arriver à des territoires cauchemardesques glacés et des peuples très étranges. Pythéas a écrit que les Thuléens vivaient de millet et d'herbes, mangeant des racines et des graines. Il disait que la terre de Thulé était sombre, sans aucune lumière du soleil, sauf en été où il n'y avait que du soleil. L'île de Thulé pourrait être l'Islande, bien qu'il n'y ait aucune preuve de présence humaine en Islande il y a 2000 ans. Les premiers habitants de l'Islande étaient les Vikings au IXe siècle. Certains ont suggéré que le mythe grec parlait de l'île de Smola au large des côtes de la Norvège. Mais la seule chose qui a vraiment du sens est que Pythéas ait navigué jusqu'au Groenland et ait rencontré la véritable civilisation thuléenne. C'est possible, mais non confirmé. Et en 1972, une paire de frères chassant le lagopède près de l'établissement abandonné de Killakitsok a découvert une grotte. À l'intérieur de la grotte, il y avait des tas de pierres gelées. Les tas de pierres avaient manifestement été placés là intentionnellement, comme s'ils marquaient une sépulture, et en effet, les frères étaient tombés sur une paire de chambres funéraires. Réparties dans les deux tombes se trouvaient les restes momifiés et gelés de 6 femmes et de 2 enfants. Et ça devient encore plus étrange. Voici des photos des momies sur le site officiel de Visit Greenland. Vous pouvez voir la momie d'un enfant de 6 mois et sa mère. Et dans la culture thuléenne, il n'était pas rare que des jeunes enfants soient enterrés vivants avec leur mère décédée. Cela faisait partie d'un rituel qui peut vous sembler barbare, mais qui était perçu comme une nécessité pour les Thuléens. Si la mère d'un jeune enfant mourait tragiquement, l'enfant n'avait personne pour s'occuper de lui. Les Thuléens voyaient ça comme une sorte de miséricorde d'enterrer l'enfant avec la mère dans une cérémonie. C'est peut-être ce qui s'est passé dans la grotte près de Killakitsok, mais personne ne le sait avec certitude. L'analyse scientifique a daté les momies à 1475. Elles sont toutes mortes en même temps et 5 des femmes avaient des tatouages faciaux rappelant notre ami Otzi, l'homme des glaces. Elles étaient toutes habillées de fourrures chaudes et avaient même des fourrures supplémentaires enterrées avec elles au cas où elles en auraient besoin dans l'au-delà. Et ce livre gigantesque cache quelque chose de maléfique et son histoire ne peut être expliquée. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.